Lors d'un début de soirée, au mois d'août, tandis que la plupart des gens avaient déjà quitté le jardin du Luxembourg, deux hommes étaient encore assis face à face devant un échiquier, dans le pavillon de l'allée qui se trouve au nord-ouest. Et leur partie était suivie par une bonne douzaine de spectateurs avec une attention si passionnée que, bien qu'on fût déjà près de l'heure de l'apéritif, l'idée ne serait venue à personne de quitter la scène avant de connaître l'issue du combat. L'intérêt de ce petit attroupement se portait sur le challenger, homme assez jeune, aux cheveux noirs, au visage pâle et aux yeux bruns blasés. Il ne disait mot, restait impassible et se contentait de faire rouler de temps à autre entre ses doigts une cigarette qu'il n'allumait pas. En un mot, la désinvolture en personne. Nul ne connaissait cet homme. Personne ne l'avait jamais vu jouer. Cependant, dès l'instant où il avait pris place devant l'échiquier pour ranger ses pièces, blasé, pâle et muet, il avait émané de lui un effet si puissant que tous ceux qui le regardaient eurent soudain la certitude inébranlable qu'on avait affaire à une personnalité tout à fait hors du commun, immensément douée, géniale. Peut-être était-ce seulement l'allure séduisante et en même temps lointaine de ce jeune homme, sa mise élégante, son physique avantageux. Peut-être était-ce le calme et la sûreté qu'avaient ses gestes. Peut-être était-ce l'aura d'étrangeté et d'originalité qui l'entourait. En tout cas, l'assistance, avant même que le premier pion ne fût avancé, se vit déjà fermement convaincu que cet homme était un joueur d'échecs de premier ordre, qui allait accomplir un miracle que tous, en secret, appelaient de leurs vœux, et qui consisterait à battre le champion local. Celui-ci, un petit bonhomme passablement vilain d'environ 70 ans, était en tout point le contraire même de son juvénile adversaire. Il arborait la tenue du retraité français, pantalon bleu et gilet de laine maculé de traces de nourriture. Il avait des taches de vieillesse sur ses mains tremblantes, le cheveu rare, le nez rouge, et des veines violacées sur la figure. Il était dépourvu de toute aura, et de surcroît, il n'était pas rasé. Tirant de son mégot de petites bouffées inquiètes, il bougeait nerveusement son postérieur sur sa chaise de jardin, et ne cessait de branler gravement de la tête. Tous ceux qui faisaient cercle le connaissaient fort bien. Tous, ils avaient déjà joué contre lui, et toujours ils avaient perdu, car quoiqu'il n'eût rien d'un génial joueur d'échecs, il possédait pourtant une qualité qui, pour ses adversaires, était éreintante, exaspérante et proprement odieuse. Celle de ne point commettre d'erreur. Avec lui, il ne fallait pas compter qu'il vous fît la grâce de relâcher un seul instant son attention. On devait pour le vaincre jouer effectivement mieux que lui. Or ces gens le sentaient, c'est ce qui allait arriver ce soir même. Un nouveau maître avait surgi, qui battrait le vieux matador à plate couture. C'était même peu dire, il allait le terrasser, l'écraser coup après coup, lui faire mordre la poussière et connaître enfin le goût amer de la défaite. Voilà qui vengerait plus d'une défaite personnelle. « Prends garde à toi, Jean !» s'exclamait-il encore pendant les coups d'ouverture. « Cette fois, tu risques ta peau. Contre celui-là, tu ne fais pas le poids, Jean. Waterloo, Jean, attention, ça va être le soir de Waterloo. » Eh bien, répondit le vieux en branlant de la tête et en poussant d'une main hésitante son pion blanc. Dès que ce fut le tour de l'inconnu, qui avait les noirs, le cercle fit silence. Lui, personne n'aurait osé lui adresser la parole. On observait avec une attention timide sa façon d'être assis devant l'échiquier sans jamais détourner de ses pièces son regard souverain, de faire rouler entre ses doigts la cigarette qu'il n'allumait jamais, et, quand il avait le trait, de le jouer d'un geste rapide et sûr. Les premiers coups de la partie se déroulèrent de la manière habituelle. Puis, il y eut 2 fois échange de pions, ce qui laissa les noirs avec 2 pions l'un derrière l'autre, disposition qui ne passe pas pour favorable en général. Mais il ne faisait pas de doute que l'inconnu avait pris ce risque très délibérément, pour laisser ensuite le passage à sa dame. Tel était manifestement aussi le but du sacrifice d'un pion, consenti aussitôt par les noirs,
sorte de gambit différé que les Blancs n'acceptèrent qu'en hésitant, presque anxieusement. Les spectateurs se lançaient des regards entendus, hochaient gravement la tête et fixaient l'inconnu en retenant leur souffle. Il cesse un instant de faire rouler sa cigarette, lève la main, la tend en avant. Et effectivement, il sort sa dame. Il l'avance très loin, jusque dans les rangs de l'adversaire, fendant quasiment par cette trajectoire le champ de bataille en deux moitiés. Un raclement de gorge admiratif se fait entendre çà et là dans l'assistance. Quel coup! Quel punch! Eh oui, on se doutait bien qu'il allait jouer sa dame. Mais si loin, du premier coup, aucun des spectateurs, et c'étaient tous des gens qui s'y connaissaient en échecs, n'aurait osé jouer un coup pareil. Mais c'est bien à cela qu'on reconnaissait un vrai maître. Le vrai maître a un jeu original, audacieux, résolu, différent, en un mot, du jeu d'un joueur moyen précisément. Et c'est bien pourquoi l'on n'était pas obligé, lorsqu'on était un joueur moyen, de comprendre chacun des coups joués par le maître. Car, de fait, on ne comprenait pas bien ce qu'il entendait faire de cette dame, là où elle était. Elle n'attaquait rien de vital, ne menaçait que des pièces qui étaient défendues. Mais le but, le sens profond de ce coup, se révélerait bientôt. Le maître avait son plan, c'était certain. On le voyait bien à sa mise impassible, à sa main sûre et calme. Cette avance peu conventionnelle de la dame acheva, si c'était nécessaire, de convaincre le dernier spectateur que celui qui était assis là, devant l'échiquier, était à l'évidence un génie, comme on n'en reverrait pas de sitôt. Jean, le vieux matador, n'avait plus droit qu'à une commisération sarcastique. Que voulait-on qu'il opposât à une verve aussi puissamment originale? Car enfin, on le connaissait. Sans doute allait-il jouer petit à petit, tenter de se tirer d'affaire par un petit jeu, tout en prudence et en manœuvre de retardement. Et voilà qu'après moult hésitations et réflexions, au lieu de trouver une réponse dont l'ampleur serait à la mesure de cet ample mouvement de la dame, Jean prend en H4 un petit pion que la dame noire, une fois avancée, ne défend plus. Cette perte d'un nouveau pion laisse le jeune homme parfaitement indifférent. Il réfléchit à peine une seconde, et déjà sa dame fonce vers la droite, en plein cœur du dispositif adverse, pour venir se placer sur une case d'où elle menace à la fois deux pièces, une tour et un cavalier, et où elle se trouve de surcroît à une proximité inquiétante de la ligne du roi. Les yeux des spectateurs sont brillants d'admiration. Quel diable d'homme, ce type qui a les noirs! Quelle vaillance! C'est un professionnel, murmure-t-on dans l'assistance. Un très grand champion, un sarrazate du jeu d'échecs. Et l'on attend impatiemment le coup par lequel Jean va répondre. Et l'on est tout impatient de voir quel sera le prochain trait des noirs. Et Jean hésite, réfléchit, se tourmente, s'agite sur sa chaise avec des petits tressautements de la tête. C'est un supplice de le regarder. Joue donc, Jean, joue, et ne retarde pas le cours inéluctable des événements. Et voilà Jean qui joue. D'une main tremblante, il pose son cavalier sur une case où non seulement il échappe à l'attaque de la dame, mais où c'est lui qui l'attaque, tout en défendant la tour. Bon, soit. Pas mal ce coup. D'ailleurs, dans la situation critique où il se trouvait, que pouvait-il jouer d'autre? Nous tous, qui sommes debout derrière lui, nous aurions fait pareil. Mais ça va l'avancer à rien, dit la rumeur. C'est précisément ce qu'escomptaient les Noirs. Car déjà les Noirs tendent leurs mains, qui fond comme un vautour sur cette case, saisit la dame et la recule, ou non, ne la recule pas, peureusement, comme nous l'aurions fait, mais la déplace, juste d'une case de plus vers la droite. Incroyable. On est pétrifié d'admiration. Personne ne saisit vraiment l'intérêt de ce coup, car la dame se retrouve à présent au bord de l'échiquier, ne menace rien et ne défend rien. Elle est plantée là de façon parfaitement gratuite. Mais c'est une position si belle, d'une beauté si folle. Jamais dame n'eut position plus belle.
solitaire et fier au milieu des rangs de l'adversaire. Jean ne saisit pas non plus où veut en venir son inquiétant partenaire en jouant ce coup. Dans quel piège il veut l'attirer? Et ce n'est qu'après mûre réflexion, et avec mauvaise conscience, qu'il se résout à prendre encore un pion qui n'est pas défendu. Il a maintenant, comme les spectateurs en font le compte, 3 pions d'avance sur les noirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi lui sert cet avantage purement numérique face à un adversaire qui manifestement est un stratège, qui ne se soucie pas des pièces, mais de position, d'évolution, et de la botte foudroyante qu'il portera tout d'un coup? Prends garde, Jean, tu en seras encore à faire la chasse aux pions, quand d'un coup à l'autre, ton roi se fera prendre. Les noirs ont le trait. L'inconnu est assis là, tranquille, et fait rouler sa cigarette entre ses doigts. Il réfléchit cette fois un peu plus longuement que d'habitude, peut-être 1 minute, peut-être 2. Il règne un silence total. Aucun des spectateurs ne se risquerait à chuchoter, c'est à peine si l'un d'eux regarde l'échiquier. Tout le monde a les yeux rivés sur le jeune homme, sur ses mains et sur son visage pâle. Est-ce qu'il n'a pas déjà un très discret sourire de triomphe au coin des lèvres? Est-ce qu'on ne devine pas un tout petit frémissement des ailes du nez, comme à l'instant des grandes décisions? Que va être son prochain trait? Quel coup fatal le maître s'apprête-t-il à porter? Voilà que la cigarette cesse de rouler. L'inconnu se penche. 12 de paires d'yeux suivent sa main. Que va-t-il jouer? Que va-t-il jouer? Et le voilà qui saisit le pion G7. Qui l'eût cru? Le pion G7. Le pion G7 qu'il met sur G6. Suit une seconde de silence absolu. Même le vieux Jean cesse un instant de trembler et de s'agiter. Et alors, il s'en faut de peu pour qu'une ovation s'élève de l'assistance. On relâche le souffle qu'on retenait, on pousse le voisin du coude. Vous avez vu ça? Quel animal! Ça alors, il se désintéresse complètement de sa dame et pousse simplement ce pion en G6. Du coup, il dégage naturellement G7 pour son fou, c'est bien clair. Et dans 2 coups, il fait échec. Et alors? Et alors? Alors? Eh ben, alors... Alors il est clair qu'en tout état de cause, Jean est fichu dans les moindres délais. Il n'y a qu'à voir comme déjà il réfléchit de toutes ses forces. Et effectivement, Jean réfléchit. Il réfléchit à n'en plus finir. C'est à désespérer de ce bonhomme. Parfois, sa main a un petit tressaillement en avant, et déjà il la retire. Allons, vas-y, Jean, joue à la fin. Nous voulons voir jouer le maître. Et enfin, au bout de 5 longues minutes, on entend déjà les pieds qui frottent sur le sol. Jean se risque à jouer. Il attaque la dame. Avec un pion. Avec un pion, il attaque la dame noire. Il prétend échapper à son destin en gagnant ainsi du temps. Que c'est puéril. Les noirs n'ont qu'à reculer leur dame de 2 cases, et on se retrouvera dans la situation d'avant. Tu es fini, Jean. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Tu es fini. Car les noirs jouent, tu vois, Jean. Lui n'a pas besoin de réfléchir longtemps. C'est à présent du tac au tac. Les noirs jouent leur dame, et là, tout le monde a le cœur qui s'arrête de battre un instant. Car les noirs, apparemment en dépit de toute raison, ne jouent pas la dame. Pour la soustraire à cette attaque dérisoire du pion blanc, les noirs exécutent le plan prévu et amènent leur fou en G7. Ils le regardent sidérés. Ils reculent tous d'un demi-pas, comme par respect, et le regardent d'un air sidéré. Il sacrifie sa dame et met son fou sur G7. Et il a fait ça délibérément et sans broncher, tranquille et souverain, pâle, blasé et beau. Ils en ont les larmes aux yeux et le cœur tout réchauffé.
Ils jouent comme ils voudraient jouer eux et n'osent jamais le faire. Ils ne comprennent pas pourquoi ils jouent comme ils jouent, et d'ailleurs cela leur est égal. Peut-être même soupçonnent-ils qu'ils jouent avec une témérité suicidaire. Mais ils voudraient tout de même être capables de jouer comme lui. Un jeu grandiose, sûr de vaincre, napoléonien. Pas comme Jean, dont ils comprennent le jeu hésitant et timoré, puisqu'en somme il ne joue pas autrement que lui, il joue seulement moins bien. Jean joue un jeu raisonnable, normal, régulier et terne jusqu'à l'ennui. L'autre, au contraire, avec les Noirs, fait des prodiges à chaque coup. Il abandonne et sacrifie sa dame, rien que pour mettre son fou en G7, et on n'a jamais rien vu de pareil. Cette prouesse les émeut jusqu'au tréfonds. Désormais, il peut jouer ce qu'il veut. Ils le suivront coup après coup jusqu'à la fin, qu'elle soit triomphale ou amère. Il est désormais leur héros, et ils l'aiment. Et Jean lui-même, l'adversaire, le joueur froid, quand d'une main frémissante il saisit son pion pour prendre la dame, hésite comme par vénération pour ce héros radieux, et dit, s'excusant à voix basse, implorant presque qu'on ne le force pas à commettre cet acte. « Si vous me la donnez, monsieur, je suis bien obligé, je dois. » Et il lance à son adversaire un regard suppliant. L'autre est là, de marbre, et ne répond pas. Et le vieux, accablé, contrit, prend la dame. L'instant d'après, le fou fait échec. Échec au roi blanc. L'attendrissement des spectateurs se mue en enthousiasme. Déjà, la perte de la dame est oubliée. Comme un seul homme, ils font bloc derrière le jeune challenger et son fou. Échec au roi. C'est ce qu'ils auraient joué aussi. Très exactement, ça et rien d'autre. Échec. Une analyse objective de la situation leur montrerait bien que les Blancs ont une foule de coups possibles pour se défendre. Mais cela n'intéresse plus personne. Ils ne veulent plus analyser objectivement. Ce qu'ils veulent dorénavant, c'est assister à des prouesses éblouissantes, à des attaques géniales et à des coups puissants qui règlent son compte à l'adversaire. Ce jeu et cette partie n'ont plus pour eux qu'un sens et qu'un seul intérêt, voir gagner le jeune inconnu et voir le vieux matador tomber anéanti. Jean hésite et réfléchit. Il sait que plus personne ne miserait un sou sur lui, mais il ne sait pas pourquoi. Il ne comprend pas que les autres, pourtant joueurs expérimentés, ne voient pas combien sa position est forte et solide. De plus, il a un avantage d'une dame et de 3 pions. Comment peuvent-ils croire qu'il va perdre? Il ne peut pas perdre. Ou bien si? Se trompe-t-il? Son attention se relâche-t-elle? Les autres voient-ils plus clair que lui? Il est troublé. Peut-être qu'est déjà tendu le piège mortel où il va aller donner dès le prochain coup. Où est le piège? Il faut qu'il l'évite. Il faut qu'il se dégage. Il faut en tout cas qu'il vende sa peau aussi chèrement que possible. Et se cramponnant aux règles de l'art avec encore plus de sage lenteur, d'hésitation et d'anxiété, Jean pèse le pour et le contre, calcule, et finit par se décider à déplacer un cavalier pour l'interposer entre roi et fou, de sorte qu'à son tour, le fou noir est exposé à la dame blanche. La réplique des Noirs ne se fait pas attendre. Ils ne renoncent pas à l'attaque ainsi stoppée. Ils amènent des renforts. Leur cavalier vient défendre le fou menacé. L'assistance exulte. Et dès lors, on rend coup pour coup. Les Blancs rapprochent un fou en appui. Les Noirs lancent en avant une tour. Les Blancs amènent leur second cavalier. Les Noirs leur second tour. Les deux camps massent leurs forces autour de la case où se trouve le fou noir. Cette case où de toute manière le fou ne pourrait plus rien faire est devenue le centre de la bataille. Pourquoi? On n'en sait rien. Ce sont les Noirs qui en ont décidé ainsi. Et chaque pas dans l'escalade, chaque coup noir rameutant une pièce supplémentaire, est maintenant salué par une véritable et bruyante ovation du public, tandis que chaque coup des Blancs contraints de se défendre récolte des grognements franchement maussades.
Sur quoi les Noirs, en dépit encore de toutes les règles de l'art, déclenchent une série meurtrière d'échanges en chaîne. Pour un joueur en situation d'infériorité numérique, c'est ce que disent les manuels, un massacre aussi dévastateur ne peut guère être avantageux. Les Noirs en prennent tout de même l'initiative, et le public jubile. On n'a jamais vu pareille boucherie. Sans la moindre retenue, les Noirs décapitent tout ce qui est à portée. Les pions tombent par files entières, et aux applaudissements frénétiques de ce public de connaisseurs tombent aussi les cavaliers, les tours et les fous. Au bout de 7 ou 8 traits et contre-traits, l'échiquier est dépeuplé. Le bilan de la bataille paraît catastrophique pour les Noirs. Ils ne possèdent plus que 3 pièces, à savoir le roi, une tour et un seul petit pion. Les Blancs, en revanche, ont sauvé de cet apocalypse, outre le roi et une tour, leur dame et 4 pions. Pour n'importe quel observateur sensé, il ne pouvait vraiment plus désormais planer le moindre doute sur l'issue de la partie et sur son vainqueur. Et de fait, aucun doute ne plane. Car il suffit de voir leur visage enflammé par l'excitation belliqueuse. Les spectateurs demeurent obstinément convaincus, même au vu de ce désastre, que c'est leur homme qui va gagner. Maintenant, comme tout à l'heure, ils seraient prêts à miser sur lui n'importe quelle somme, et la simple allusion à sa possible défaite les ferait se récrier furieusement. Tout comme eux, le jeune homme ne paraît nullement impressionné par sa posture calamiteuse. C'est à lui de jouer. Calmement, il prend sa tour et la déplace d'une case vers la droite. Et de nouveau, le silence se fait alentour. Et voilà effectivement que ces hommes mûrs ont les yeux qui se mouillent, transportés et ravis qu'ils sont par le véritable génie qu'est ce joueur. C'est comme à la fin de la bataille de Waterloo, quand l'empereur fait donner la garde pour un assaut perdu d'avance. Les Noirs repartent à l'attaque avec leurs dernières pièces. En effet, les Blancs ont leur roi posté sur la dernière ligne, en G1, et placé devant sur la deuxième ligne, 3 pions, si bien que le roi est coincé, et se trouverait en fâcheuse posture si les Noirs parvenaient, comme ils en ont manifestement l'intention, à amener au prochain coup leur tour sur la ligne de fond. Or, cette possibilité de mettre mat l'adversaire est sans doute la plus connue et la plus banale, pour ne pas dire la plus puérile de toutes les possibilités qu'offre le jeu d'échecs. Son succès reposant uniquement sur l'éventualité où l'adversaire ne voit pas ce danger évident, et ne prend pour y parer aucune disposition. La plus efficace consistant à ouvrir la ligne des pions, et à donner ainsi au roi la place de s'esquiver. Prétendre mettre mat un joueur expérimenté, et même un débutant un peu dégourdi, avec une ficelle aussi grosse, c'est plus que de la légèreté. Pourtant, l'assistance ravie admire le trait de son héros, comme si c'était la première fois qu'elle voyait pareil coup. Ils secouent la tête, tant ils sont stupéfaits. Certes, ils savent que les Blancs doivent faire maintenant une faute énorme pour que les Noirs réussissent. Mais ils y croient. Ils croient réellement que Jean, le matador local qui les a tous battus, qui ne se permet jamais une faiblesse, que Jean va commettre cette faute de débutant. Et plus encore, ils l'espèrent. Ils le désirent ardemment. Ils prient intérieurement avec ferveur pour que Jean commette cette erreur. Et Jean réfléchit. Il balance méditativement la tête d'un côté à l'autre. Il soupèse et compare les possibilités, comme c'est son habitude. Il hésite encore une fois. Puis sa main tremblante et criblée de taches de son s'avance, prend le pion G2 et le met sur G3. 8 heures sonnent au clocher de Saint-Sulpice. Les autres joueurs d'échecs du Luxembourg sont depuis longtemps partis prendre l'apéritif. Le loueur d'échiquier a depuis longtemps fermé boutique. Il ne reste plus au milieu du pavillon que le groupe des spectateurs autour des deux adversaires. Avec de grands yeux bovins, ils regardent l'échiquier, où un petit pion blanc vient de sceller la défaite du roi noir. Et ils ne veulent toujours pas y croire. Ils détournent leur regard bovin du spectacle déprimant qu'offre le champ de bataille et les tournent vers le général,
qui, pâle, blasé et beau, est assis sans bouger sur sa chaise de jardin. Tu n'as pas perdu, disent leurs regards bovins. Tu vas maintenant faire un miracle. Dès le début, tu as prévu cette situation, tu l'as même provoquée. Tu vas maintenant anéantir ton adversaire. Comment? Nous ne le savons pas. Nous ne savons d'ailleurs rien du tout, car enfin nous ne sommes que de simples joueurs d'échecs. Mais toi, homme prodigieux, tu peux accomplir cette prouesse, et tu vas l'accomplir. Ne nous déçois pas. Nous croyons en toi. Accomplis ce prodige, homme prodigieux, accomplis ce prodige et remporte la victoire. Le jeune homme était là, assis, et se taisait. Puis du pouce, il fit rouler la cigarette jusqu'au bout de son index et de son médius, et la porta à sa bouche. Il l'alluma, tira une bouffée, rejeta la fumée au-dessus de l'échiquier, puis sa main glissa à travers la fumée. Il la laissa planer un moment au-dessus du roi noir, et le renversa. C'est un geste extrêmement vulgaire et hostile que de renverser le roi pour signifier sa propre défaite. C'est comme si l'on détruisait après coup l'ensemble de la partie, et cela fait un vilain bruit quand le roi ainsi renversé heurte l'échiquier. Tout joueur d'échecs en ressent un coup au cœur. Le jeune homme, après avoir dédaigneusement renversé le roi d'une chiquenaude, se leva, et sans accorder un seul regard à son adversaire, ni à l'assistance, et sans saluer, s'éloigna. Les spectateurs étaient plantés là, confus, gênés, et regardaient l'échiquier d'un air désemparé. Au bout d'un moment, tel ou tel se racla la gorge, bougea les pieds, tira une cigarette. « Quelle heure est-il ? Déjà 8h15 ? Mon Dieu, si tard que ça ? Au revoir. Salut, Jean !» Et marmonnant de vagues excuses, ils s'éclipsèrent rapidement. Le champion local resta seul. Il redressa le roi renversé et se mit à ramasser les pièces dans une petite boîte. D'abord celles qui avaient été prises, puis celles qui restaient sur les cases. En même temps, comme il en avait l'habitude, il se remémora encore une fois les différents coups et les positions successives de la partie. Il n'avait pas commis une seule erreur, naturellement. Et pourtant il avait l'impression de n'avoir jamais aussi mal joué de sa vie. Les choses étant ce qu'elles étaient, il aurait dû mettre son adversaire mat dès la phase d'ouverture. Quand on était capable de jouer un coup aussi lamentable que ce gambit de la dame, on démontrait qu'on ignorait tout des échecs. Ce genre de débutants, Jean les traitait selon son humeur de façon indulgente ou impitoyable. Mais en tout cas, il leur réglait leur compte rondement et sans se poser de questions. Or cette fois, il avait manifestement perdu le flair lui permettant de détecter la véritable faiblesse de son adversaire. Ou bien est-ce que tout simplement il avait été lâche, n'avait pas osé traiter comme il le méritait ce charlatan arrogant et l'exécuter séance tenante ? Non. C'était plus grave que cela. Il n'avait pas voulu imaginer que cet adversaire fût aussi lamentablement mauvais. Plus grave encore, presque jusqu'à la fin de la partie, il avait voulu croire qu'il n'était même pas de taille face à cet inconnu. Il avait jugé irrésistible son assurance, son air de génie, la jeunesse qui l'auréolait. C'est pour cela qu'il avait joué avec une prudence tellement excessive. Mieux encore, s'il voulait être sincère, il lui fallait même s'avouer qu'il avait admiré l'inconnu, tout comme les autres, et même qu'il avait souhaité le voir gagner, et lui infliger enfin, à lui, Jean, d'une manière aussi sensationnelle et géniale que possible, la défaite qu'il était las d'attendre depuis des années, pour qu'enfin il soit libéré du fardeau pesant d'être le plus grand, et de devoir les battre tous, pour qu'enfin la foule hargneuse des spectateurs, cette bande d'envieux, obtienne satisfaction, et que la tranquillité vienne, enfin. Mais ensuite, naturellement, il avait tout de même gagné, une fois de plus. Et c'était la victoire la plus répugnante de toute sa carrière, car pour l'éviter, il s'était, durant toute une partie d'échecs, renié lui-même,
et s'était humilié, et avait baissé les bras devant le plus pitoyable des nullards. Ce n'était pas un homme aux profondes conceptions morales, ce Jean, ce matador local. Mais en tout cas, tandis qu'il rentrait chez lui en traînant les pieds, l'échiquier sous le bras et la boîte pleine de pièces à la main, il se rendait bien compte d'une chose, c'est qu'il avait aujourd'hui subi une défaite, et une défaite d'autant plus terrible et définitive qu'elle ne pouvait donner lieu à nulle revanche, et qu'aucune victoire future, si brillante fût-elle, ne pourrait jamais la compenser. Et c'est pourquoi il décida, lui qui jamais, au demeurant, n'avait été homme à prendre de grandes résolutions, de renoncer au jeu d'échecs, une fois pour toutes. À l'avenir, il jouerait aux boules, comme d'ailleurs tous les autres retraités. C'était un jeu anodin qui se jouait en compagnie et réclamait moins de vertu morale.